Une mission à l'UNAF sur les questions de petite enfance, de congés parentaux et de tout ce qui concerne le handicap. Alors, nous, au niveau de l'UNAF, sur les questions de vieillissement actif, sur les questions de dépendance, nous interrogeons évidemment sur la place de la famille. Nous avons une approche globale de la famille et du coup, pour nous, ce qui est important de réfléchir dans toutes les questions de dépendance, c'est quelle est la place de la famille et du coup, quelle est la place de l'aidant? Comment on articule les choses dans le couple aidant-aidé? Alors c'est vrai qu'on l'a entendu au niveau des politiques sociales et des politiques médico-sociales. On a beaucoup essayé de recentrer ces politiques sur l'usager. On a mis l'usager au cœur du dispositif, ce qui est essentiel évidemment. Mais pour nous, il faut aller plus loin. Il faut aussi prendre en compte la famille dans ces politiques. C'est-à-dire, il faut vraiment prendre en compte le couple aidant-aidé. Parce qu'il faut se rappeler que, par exemple, dans tout ce qui concerne la prévention de l'hospitalisation, d'urgence, ou par exemple, lorsque les personnes âgées entrent en établissement, pourquoi les personnes entrent en établissement ou vont être hospitalisées? C'est aussi parfois à cause d'un défaut de la famille qui ne peut plus assurer l'aide de ses proches. Donc c'est vraiment important d'avoir une vision globale des choses. Et c'est ce que nous défendons. Je vais du coup vous présenter là dans la présentation juste deux petites choses. Je vais vous présenter quelques caractéristiques sur les aidants familiaux et ensuite ce que nous défendons, nous, au niveau de l'UNAF, sur ces aidants. Alors je vais essayer de faire marcher la souris. Bon, voilà. Alors déjà, juste combien sont-ils, juste pour se rendre compte un petit peu de combien de personnes ça peut toucher. Au niveau de l'adresse, ils comptabilisent à 4,3 millions le nombre d'aidants en France. Alors c'est les aidants qui aident régulièrement à titre non professionnel une personne de plus de 60 ans à domicile. Donc là, ça ne comprend pas les aidants qui aident aussi dans les établissements. Mais là, c'est à domicile. Alors, quelques précisions sur ce chiffre. Donc là, on a la barrière d'âge des 60 ans, mais si on enlève cette barrière d'âge et qu'on prend en compte tous les aidants, y compris les aidants de personnes handicapées, on double le chiffre. On arrive à 8,3 millions d'aidants. Et pour nous, au niveau du NAF, c'est vraiment important d'avoir une vision globale aussi au niveau des aidants et de prendre en compte tous les aidants, et pas que les aidants de personnes âgées. Mais ça a déjà été dit aussi dans d'autres interventions. Pour nous, la barrière d'âge n'a plus beaucoup de signification aujourd'hui. Alors bon, comme au niveau de ce colloque, on est vraiment sur les personnes âgées, j'ai quand même repris quelques caractéristiques des aidants de personnes âgées, et notamment les chiffres par rapport aux aidants de personnes âgées dans le cadre de l'APA. Alors, deux petites choses. Quelles aides les aidants apportent? Déjà, une aide au niveau humain, l'aide humaine. Dans 75% des cas de personnes âgées qui touchent l'APA, les aidants sont présents. Et on va le voir, ils sont présents bien plus que les professionnels. Également, l'aide apportée par les aidants, elle est financière. On comptabilise à peu près à 7 milliards d'euros les frais liés à la dépendance qui sont pris en charge par les familles. C'est loin d'être négligeable. Alors, si on va un petit peu plus loin sur la question d'aide humaine, alors je vous montre un petit tableau. Alors, vous avez tout en bas, la ligne du bas, vous voyez, une estimation du volume horaire réalisé en aide par les aidants. On est environ à 5 heures en moyenne. Les aidants aident 5 heures par jour les personnes âgées, toujours dans le cadre de l'APA, là. Donc c'est assez important. Alors, qui sont les aidants? Vous le voyez sur le côté. Les aidants sont principalement les enfants des personnes âgées. La moitié des cas, ce sont des enfants. Également, dans un quart des cas à peu près, c'est le conjoint qui assure l'aide. Et après, il y a les beaux-enfants ou autres, parfois des voisins également, aident les personnes âgées. Alors, quand on regarde ensuite au niveau de alors, on voit que les conjoints aident en termes d'horaire plus que les enfants. On est quand même à 8h30 pour un conjoint, à 3h50 pour un enfant par jour.
Si on regarde un petit peu plus loin, on voit la différence entre les hommes et les femmes. On voit au niveau de l'aide, les femmes assurent un volume horaire plus important que les hommes. Voilà, alors, voilà quelques constats. Alors, au niveau de l'aide humaine, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font ces aidants? Alors, ils font tout ce qui concerne les courses, la gestion du budget, les démarches administratives, la surveillance et la présence. Alors, surveillance et présence, on peut imaginer que ça peut être anodin, mais quand on a une personne âgée qu'on ne peut pas laisser dans le domicile seule, la surveillance et la présence, c'est quelque chose qui peut être très difficile à supporter sur le long terme. Quand on peut laisser la personne seule au domicile, ça devient compliqué. Il y a également la question de la préparation des repas et également toutes les tâches de coordination et de management. Quand la dépendance est vraiment, enfin voilà, la personne est vraiment avancée au niveau de la dépendance, c'est vrai que l'aidant doit gérer les multiples interventions au niveau de l'aide à domicile, et c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé, entre guillemets, les gestionnaires de cas des Maya. C'est aussi pour suppléer les aidants dans cette tâche très difficile de gérer et coordonner tous les intervenants au domicile. Et également, donc, certains assurent la responsabilité de tuteur familial. Alors, autre caractéristique qui semblait intéressant à vous présenter, c'est ces aidants, les aidants et leur situation au niveau de l'emploi. Alors, ah oui, non, ça je vous prends. Bon. Enfin, on voit qu'il y a 40% des aidants en fait qui sont en emploi. Ce sont évidemment les enfants souvent qui aident leurs parents et qui sont en emploi. On les appelle la génération pivot ou génération sandwich. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils aident leurs parents âgés, mais ils aident également leurs enfants qui sont souvent encore à domicile. Donc ils ont vraiment cette double casquette et il faut qu'ils gèrent en plus avec leur vie professionnelle, d'où un peu la complexité des choses. On a également 8% des aidants qui sont salariés dans le cadre de l'APA, parce que l'APA permet de salarier dans des cas bien précis les aidants, et il y en a quand même 8%. On a également 16% d'inactifs. 16% d'inactifs, ce qui pose la question de est-ce que c'est une inactivité choisie ou alors plutôt subie. Ça, on peut vraiment se poser la question. Et enfin, 40% de retraités, c'est souvent donc, les conjoints. Alors juste un petit graphique qui illustre, en fait, donc vous avez sur la diagonale, en fait, c'est les différents pays européens qui sont classés en fonction de deux axes. Donc en axe vertical, vous avez le taux d'activité des femmes de 50 à 65 ans, et en horizontal, vous avez la proportion de femmes qui aident une personne âgée. Et alors vous pouvez voir un peu deux groupes. C'est-à-dire, en haut, vous avez la Suède, Danemark, les pays nordiques, où il y a un taux d'activité féminine des femmes de 50 à 65 ans qui est assez élevé, autour de 50-60%, mais par contre, qui, au niveau des proportions d'aide des femmes, évidemment, est réduit. On est plutôt de l'ordre de 5-10%. Et vous avez à l'opposé les pays les pays du Sud, Espagne, Italie, et les pays de l'Est aussi, Autriche, République tchèque, par exemple, où là, c'est vraiment l'inverse. Donc on voit qu'il y a quand même, c'est à prendre en compte, il y a un impact sur le taux d'activité des femmes. Or, on sait que maintenant, on part à la retraite de plus en plus tard, on nous demande de travailler de plus en plus. Ça pose aussi des questions, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas être partout. Et la France est un petit peu au milieu. Alors, au niveau de tout ça, ah oui, puis alors juste en termes d'évolution démographique, c'est vrai qu'on voit que le potentiel au niveau global des aidants diminue dans les années à venir. C'est surtout le profil des aidants qui va changer. On va avoir de plus en plus de conjoints masculins qui vont être amenés à aider. Parce que puisque finalement, en fait, l'espérance de vie des hommes augmente, et du coup, ils seront amenés à plus aider leurs conjointes. Mais ils seront aussi plus âgés, et ils seront aussi avec des problèmes de santé plus importants.
Et également, on a donc cette question pour les femmes et les générations pivots de savoir est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment assurer l'aide à l'avenir. Donc nous, au niveau de l'UNAF, voilà, je me suis trompée. Ouais. Nous, au niveau de l'UNAF, on a deux revendications principales. Un, déjà, c'est la complémentarité entre la solidarité nationale et la solidarité familiale. Pour nous, il est important que la famille participe et aide au niveau de la dépendance des personnes âgées, et elle le fait, comme on a pu le voir, elle le fait largement. Mais au-delà de ça, il faut que les pouvoirs publics assurent également leur rôle et aident ces aidants dans leur rôle. On voit que les politiques publiques sont souvent à dire le maintien à domicile, c'est vraiment vers là qu'il faut qu'on se tourne, c'est important, oui, mais dans ce cas-là, il faut aussi aider les aidants, sinon on n'y arrivera pas. Donc, complémentarité. Et le deuxième principe que nous défendons, c'est une politique transversale en direction de tous les aidants. Comme je vous disais, pour nous, il est important que les aidants, aussi bien de personnes âgées que de personnes handicapées, aient accès à des réponses, soient également aidés. Alors, juste, voilà, donc quelques... Ah oui, donc, au niveau de l'UNAF, en fait, on participe et on anime un collectif, le collectif SIAF, collectif interassociatif d'aide aux aidants familiaux, qui regroupe en fait des associations, l'UNAPI, France Alzheimer, APF, UNAFAM, les grosses associations du domaine des personnes âgées et des personnes handicapées, et qui cherchent véritablement donc, à défendre les aidants auprès du gouvernement. On fait du lobbying politique pour la cause des aidants familiaux. Alors, qu'est-ce que nous revendiquons ? Trois axes. Reconnaître leur rôle, c'est déjà de prendre en compte le temps passé auprès de la personne. On a des exemples de mamans, d'enfants handicapés qui passent une grande partie de leur carrière à aider leurs enfants et qui, au final, se retrouvent avec une retraite ridicule. Donc c'est aussi une prise en compte au niveau de la retraite de toute l'aide qui a été donnée. C'est également un maintien des droits sociaux, le droit au niveau de la sécurité sociale, et des compensations financières aux éventuelles pertes de salaire. Également, la conciliation famille-travail. On a vu qu'un nombre considérable d'aidants travaillaient et aidaient en même temps. C'est pourquoi nous demandons des solutions, que des aménagements soient proposés, des modalités d'organisation au niveau du travail, du télétravail ou des temps partiels qui permettent de concilier son rôle d'aidant et son travail. C'est Madame Le Bihan, qui était sociologue, qui disait que c'était dans le travail que les aidants trouvaient la force pour aider toujours plus leurs proches. Donc pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. Et enfin, donc, c'est d'accompagner au quotidien, donc par la formation. Alors, beaucoup de choses ont été développées sur la formation de la maladie d'Alzheimer, mais alors sur les autres pathologies, on n'a rien. Le soutien psychologique, également penser à la santé de l'aidant, parce que souvent on parle de burn-out de l'aidant, c'est-à-dire l'aidant qui n'en peut plus, qui n'a pas su regarder ses besoins et qui du coup se retrouve à ne plus pouvoir aider son proche parce que lui-même n'en peut plus. Et également la question des temps de répit et de la prise en compte des situations d'urgence. Donc M. Pical nous parlait des hospitalisations qu'il fallait essayer de diminuer. Une façon de les diminuer, c'est aussi de donner des places d'urgence pour les aidants, enfin pour les aider évidemment, parce que quand l'aidant se retrouve a lui-même une jambe cassée ou ne peut plus aider, et dans ce cas-là, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une hospitalisation qui doit se faire d'urgence. Donc c'est aussi une façon de réduire, de prévenir les hospitalisations. En tout cas, voilà un ensemble d'actions qui nous semble essentiel de mettre en place. Merci. Merci beaucoup, Servane Martin, pour ces explicitations quant aux positions de l'UNAF par rapport à l'aide aux aidants. Je pense qu'on y reviendra en fin de session avec 2 ou 3 questions.
On va clôturer cette session avec l'intervention de Zaina Mansour, qui est directrice du Comité régional d'éducation pour la santé PACA, et qui va nous parler du rôle de ce comité et de la manière dont il peut aider l'ensemble des acteurs qui étaient notamment présents aujourd'hui. La parole est à vous. Je vous remercie. Écoutez, bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité à intervenir aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter effectivement le rôle d'un centre ressources, mais ceci ne fera l'objet que d'une seule diapositive. Et puis le reste des diapositives seront plutôt des illustrations de ce qui peut se mettre en place en région PACA. Le diaporama fonctionne ici. Alors, le comité régional d'éducation pour la santé, pour lequel je vous présente le site internet www.cres-paca.org, puisque l'ensemble de mon intervention se trouve sur ce site. Il s'agit d'un centre ressources documentaires généraliste, c'est-à-dire qu'il concerne toutes les populations et toutes les thématiques de santé publique. Son activité, en dehors de la documentation mise à disposition des professionnels et des personnes en formation, sont des activités de formation. Nous participons aux formations initiales et mettons en place des formations dans le cadre de la formation continue des professionnels. Une activité en termes de communication à tous les niveaux, et il y a 8 ans maintenant, dans ce même hémicycle, nous avions organisé un colloque qui s'intitulait « Prévention précoce des risques liés à l'avancée en âge dont les actes sont encore sur notre site ». Du conseil en méthodologie pour toute structure, quelle qu'elle soit, qui souhaite mettre en place un programme de prévention, de santé publique. Nous avons la possibilité donc de l'accompagner dans la mise en œuvre et également dans son évaluation. Enfin, nous participons aux politiques régionales de santé et animons le réseau des comités départementaux d'éducation pour la santé, puisque quel que soit votre département d'appartenance, vous disposez d'un comité départemental d'éducation pour la santé. Alors, c'est ce positionnement qui nous permet d'avoir une très bonne connaissance des actions menées auprès des plus de 55 ans dans notre région, actions de prévention en amont de la maladie, actions d'éducation pour la santé. Qu'est-ce que l'éducation pour la santé? C'est une démarche permettant au public ciblé d'être en capacité de faire des choix éclairés, apporter l'information, la connaissance pour permettre à chacun de se prendre en charge et de faire lui-même ses propres choix. L'éducation thérapeutique, qu'est-ce que l'éducation thérapeutique? C'est cette même démarche qu'on va pouvoir apporter aux personnes atteintes d'une maladie chronique afin de l'aider à améliorer son état de santé, certes, mais également et surtout améliorer sa qualité de vie. Derrière l'éducation thérapeutique, on trouvera de nombreux autres objectifs, notamment des objectifs d'ordre économique. En général, donc, on va un petit peu accéder ici à ces actions de santé publique menées auprès de ce public de plus de 55 ans dans notre région. Alors, l'ensemble de l'information que je vais vous livrer ici se trouve dans une base de données d'actions et d'acteurs qui s'intitule OSCAR, Observation et suivi cartographique des actions régionales de santé, que nous avons créée ici en région PACA et qui a été reprise par 11 autres régions, la Martinique, le Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Centre, Guadeloupe, Bretagne, Aquitaine, Bourgogne, Haute-Normandie. Donc vous avez la possibilité, c'est un accès libre, de prendre connaissance des actions réalisées dans toutes ces régions. Mais intéressons-nous maintenant à la nôtre, la région PACA. Alors on aura sur ce site les actions de type généraliste, les acteurs, les intervenants, mais également des actions très spécifiques à l'éducation thérapeutique et des actions très spécifiques à la santé au travail. Alors, j'ai interrogé la base par ce critère qui est tout simplement le critère d'âge. Quelles actions réalisées dans notre région auprès des plus de 55 ans? Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette base? Nous allons trouver des actions qui sont financées, c'est comme ça qu'on a connaissance de ces actions, et d'autres qui sont réalisées par des intervenants qui les portent à notre connaissance. Alors, je vous prie de m'excuser si des actions que vous connaissez ne sont pas ici représentées, c'est parce que nous n'avons pas eu nous-mêmes la connaissance de cette activité
et n'hésitez pas à tout moment de les porter à notre connaissance afin que nous les intégrions dans notre base. Donc sur la région PACA, 902 actions au cours de ces 10 dernières années, des actions de prévention, d'accompagnement de la personne âgée, réparties de manière intéressante sur l'ensemble de la région, puisque vous pouvez remarquer que les communes en rouge sont celles sur lesquelles on est intervenu à un moment, les communes en rose, celles qui ont bénéficié indirectement d'une action. Et ici, la liste de l'ensemble des actions qui sont chaînées lorsqu'elles sont reconduites d'une année sur l'autre. Quelles sont les thématiques le plus souvent présentées auprès de ces publics? Les thématiques le plus souvent traitées, vous pouvez le voir, sont d'abord ici la précarité, suivie de nutrition. La nutrition étant l'articulation entre l'alimentation et l'activité physique. Ensuite, la santé mentale, je lis l'histogramme de bas en haut, les maladies chroniques, le vieillissement, le VIH, sida, infections sexuellement transmissibles, les cancers, les hépatites, les conduites addictives, les médicaments, et j'arrêterai là puisque les autres sont un petit peu moins importantes en termes de poids et de nombre. Alors bien sûr, en réalisant ce diaporama, je me suis rendu compte, avec surprise, de l'absence d'activité concernant par exemple la vaccination, qui est très importante pour cette tranche d'âge. L'absence d'intervention suffisante sur santé bucco-dentaire. Comment peut-on imaginer une alimentation équilibrée sans avoir la dentition adaptée et en bonne santé? Donc ce sont des constats intéressants qui ne remontent en fait que quand on arrive à prendre le temps de faire des analyses de ce type-là. Les interventions sont réalisées essentiellement par des associations, en tout cas celles dont on a connaissance, puisque les barres bleues sont des activités portées par des associations. Le deuxième intervenant, c'est l'assurance maladie, j'y reviendrai tout à l'heure, suivi par les collectivités territoriales. Et vous remarquerez que pour deux thématiques, ce sont les établissements de santé qui sont très impliqués, c'est pour maladies chroniques et médicaments essentiellement. Quel type d'action? En santé publique, vous savez, on a une pléthore d'actions qui, de manière simultanée, en synergie, vont pouvoir à un moment donné répondre à l'objectif que nous souhaitons atteindre. Donc les actions les plus souvent mises à disposition des personnes âgées de plus de 55 ans sont essentiellement des actions de communication, information, sensibilisation, suivi de l'accueil, l'écoute, l'orientation, la prise en charge sociale, le travail en réseau, l'éducation pour la santé, des consultations individuelles de prévention, l'éducation thérapeutique depuis peu. Vous voyez la couleur lavande ici correspond à l'année 2011, puisque c'est depuis 2011 que ces programmes ont été reconnus, valorisés, identifiés, suivi d'autres types d'activités moins importantes en termes de poids et de réalisation. Qui est-ce qui finance ces programmes? Le principal financeur est l'État, soit par l'Agence régionale de santé, soit par d'autres directions telles que la Direction régionale de la jeunesse, des sports, de la cohésion sociale, et un fonds récent qui est le FIR, qui est maintenant mis à disposition. Sur la colonne « Autres financeurs », ce sont essentiellement soit des contrats aidés, soit la valorisation de bénévolat. Les collectivités suivent de très près, l'assurance maladie, des structures qui travaillent, qui interviennent sur leurs fonds propres, la politique de la ville et enfin la CAF de manière plus réduite. On remarquera que sur cette tranche d'âge, l'ARS s'était énormément investie en 2010 et que depuis, la participation s'est quand même sérieusement réduite. Alors, les principaux intervenants que j'ai repérés dans la base, une fois de plus, je vous en ai fait la liste ici. La CAMIEG, donc la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, suivie de l'association Après-Mas, de l'association pour le logement et la formation, l'aide médicale aux personnes isolées et aux familles, le CRES, Médecins du Monde, des établissements hospitaliers, la Mutualité française, Promo Soins dans le Var, etc. Donc, une fois de plus, je fais un appel à
l'intégration de vos actions, des actions que vous connaissez dans cette base de manière à l'enrichir et la diversifier. Alors, j'ai cité ici, par exemple, la CAMIEG. Je souhaiterais vous présenter très rapidement une action proposée par cette caisse, qui est le programme PIED, P-I-E-D, pour Programme intégré d'équilibre dynamique. C'est une action qui est labellisée, qui est d'origine québécoise, qui est multifactorielle et qui vise à réduire la chute. Donc, il s'agit d'un programme de prévention de la chute réalisé en partenariat avec une association sportive, Sport pour tous. Et au-delà de l'intervention ponctuelle de ce programme, il vise à inciter les participants à intégrer un club sportif leur proposant, leur permettant d'avoir une activité physique adaptée. L'action menée par Après-Masse, vous la connaissez tous, puisque en fait, il s'agit du dépistage organisé du cancer du sein et cancer colorectal dans notre région. Après-Masse s'occupe des Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute-Provence. Les autres départements sont servis par d'autres structures en charge de ces dépistages qui visent à réduire la mortalité par ces deux cancers, sein et côlon. Donc, c'est une organisation auprès du public 50-74 ans. L'Association pour le logement, que j'ai évoquée tout à l'heure à Valoris, met en place un programme de promotion d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique adaptée auprès de personnes âgées de plus de 55 ans en situation de précarité et s'adresse essentiellement au public migrant de ce territoire. Enfin, une action que je n'ai pas présentée ici sous forme de diaporama, qui est réalisée par notre réseau dans les départements. Il s'agit d'ateliers du bien vieillir. Donc, c'est une démarche très globale, généraliste, de promotion de la santé des 55 ans, 75 ans. Il s'agit là d'améliorer leur qualité de vie en favorisant l'adoption de comportements favorables à la santé et surtout en préservant et en développant les liens intergénérationnels. Le programme consiste en la mise en place d'ateliers, des ateliers sur le goût, des ateliers d'équilibre du repas, des ateliers autour de la perte de l'autonomie et des ateliers autour de sorties pédestres collectives. Alors, consultons maintenant la base éducation thérapeutique du patient. Je vous le rappelle, il s'agit d'intervenir ici auprès de patients. Concernant les plus de 55 ans, les patients les plus concernés par les programmes, qui sont aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, autorisés par l'Agence régionale de santé, puisque l'Agence vient d'autoriser 204 programmes. Parmi eux, ceux qui concernent notre public aujourd'hui, ce sont des programmes portant sur le diabète, ce sont les plus importants en termes de nombre, suivis par l'insuffisance cardiaque, suivis par l'obésité, suivis par les je les ai vus tout à l'heure, suivi par la bronchopneumopathie obstructive, je ne les vois plus sur ma feuille. Donc, ces programmes d'éducation thérapeutique sont réalisés en ambulatoire et en hospitalier, et aujourd'hui, nous essayons de les développer au sein des maisons régionales de santé mises en place ici par le Conseil régional. Alors, où se trouvent ces programmes ? Je ne sais pas si c'est très visible, mais la première carte ici, c'est l'implantation des programmes sur le diabète dans notre région. Donc, vous voyez qu'il y en a énormément et que le territoire est plus ou moins relativement, on va dire, bien couvert. Ici, c'est l'insuffisance cardiaque. Ici, c'est l'obésité. Et ici, enfin, ce sont les bronchopneumopathies obstructives. Donc, il y a des départements, certes, qui ne sont pas encore bien couverts. Ce sont le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence. Mais les programmes, je pense qu'il y en a un qui naît tous les jours. Donc, on ne peut qu'attendre l'installation de nouveaux programmes dans les zones qui semblent aujourd'hui un petit peu sous-dotées. Un exemple de programme concernant notre public, il est porté par l'Institut Héliomarin de la Côte d'Azur, c'est à Hyères. Et ce programme est un programme de prévention des conséquences physiques et psychologiques de la chute du sujet âgé. On considère que la chute est une maladie chronique puisqu'elle peut provoquer une récidive et que ce programme vise essentiellement à éviter la récidive et le retentissement de la chute sur la vie de la personne âgée. Donc c'est un programme très intéressant qui vise à comprendre la chute, ses causes, ses conséquences, aider le patient à la comprendre
l'aider à situer et identifier l'importance de son pied et de son équilibre, appliquer les principes d'une hygiène équilibrée, une hygiène alimentaire équilibrée, identifier les dangers de son domicile pour éviter les accidents de la vie courante, prendre conscience de ses capacités physiques et de ses limites. C'est un programme en 6 semaines qui semble extrêmement intéressant et à développer vu le nombre quand même de personnes dans cette tranche d'âge dans notre région. Enfin, ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on est inactif. Donc, sur la base spécifique à la santé au travail que nous avons réalisée avec la Directe, on va trouver des actions spécifiques à cette tranche d'âge, dont celle-ci portée par la CARSAT, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est, qui consiste à gérer le stress des situations difficiles. C'est un programme de formation du personnel de l'aide à domicile qui consiste à améliorer leurs conditions de travail pour éviter de communiquer leur stress à leur clientèle, à leur patientèle, à leurs bénéficiaires, mais également d'éviter la réciproque aussi, d'éviter que ce personnel n'absorbe trop le stress des personnes qui bénéficient de leurs interventions. Je pensais avoir encore une diapositive, mais elle n'est plus là, donc je m'arrêterai ici. Je voulais vous présenter simplement une autre base de données que nous venons de créer, qui, elle, n'est pas une base de données uniquement des actions de prévention, mais également le soin, le médico-social. Cette base de données s'appelle ICAR Santé PACA, donc si vous tapez sur votre ordinateur ICAR Santé PACA, vous allez accéder à cette base qui est tout récemment mise en ligne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Zaina Mansour, pour la présentation de ce centre ressources et de toutes les actions que vous menez, mais aussi de tout le potentiel de valorisation via vos différentes bases dans ce type de problématiques. Alors, nous avons un petit peu de temps pour des échanges avec la salle et l'ensemble de nos intervenants qui ont animé toute l'après-midi ces travaux. J'en profite d'ailleurs pour remercier Cyril Robin Chambignol, pardon si j'écorce votre nom, d'être arrivé, qui clôturera nos travaux tout à l'heure à l'issue de cette phase de débat. Donc voilà, je laisse circuler la parole si vous avez des questions, des remarques, des observations par rapport à nos 5 présentations qui viennent d'être faites. J'en vois une au bout, Monsieur le Président, je vous en prie. Oui, juste un petit mot. Il se trouve que j'ai quand même présidé l'UDAF des Alpes de Haute-Provence pendant une dizaine d'années et que côté gestion, une assez bonne connaissance des questions de tutelle. Donc je voulais juste amener deux petites choses, surtout par rapport à ce qui a été dit ce matin sur la question de la spoliation. D'une part, les tutelles, elles ont évolué, c'est-à-dire qu'il y a longtemps, c'était surtout, ça concernait surtout les personnes âgées et les personnes handicapées. Et petit à petit, on a mis sous tutelle des personnes qu'on appelle accidentées de la vie, c'est-à-dire voilà, suite à un divorce, suite à une perte d'emploi, effectivement, une raréfaction du revenu, etc. La tendance a été un petit peu de mettre ces personnes sous tutelle, ce qui n'est pas forcément la bonne solution. Mais en tout cas, ça a été, c'est ça en France, et grosso modo, dans ma mémoire, les chiffres sont un petit peu anciens, mais une personne sur 10 c'est quand même sous tutelle, hein, c'est 600 000 personnes par rapport à 60 millions. Voilà, ça c'était donné tutelle. Une tutelle, donc, c'est en fait une dépossession de la personne de sa capacité d'être autonome, de signer, d'engager, de signer un chèque, etc. Alors, je voulais rappeler quand même que d'abord, il n'y a pas que les enfants qui peuvent avoir envie de prendre dans la caisse, il y a aussi les voisins. Ça m'est arrivé comme président du DAF de voir un dossier arriver et que la voisine, finalement, quand elle faisait les courses pour elle et pour la personne d'à côté. Et quand on a récupéré le dossier, bien sûr, on a éclairci un petit peu ces choses-là. Et que toute personne, de toute façon, la tutelle est prononcée par le juge. C'est-à-dire qu'à tout moment, toute famille, toute personne peut saisir le juge en disant la famille souvent éloignée, ça a été évoqué, donc ça veut dire qu'une personne qui est un peu isolée, des fois c'est la famille qui dit « Attendez, ma mère toute seule là-bas, elle a besoin effectivement d'être un petit peu accompagnée en matière de dépenses par rapport aux voisins ou par rapport à celui qui vient vendre de loin un certain nombre de choses et qui a des facilités à parler
auprès de quelqu'un qui a 80, 85 ans, qui est un petit peu décalé du point de vue administratif, de gestion, etc. Donc il y a ça, mais le juge, ce qu'il va d'abord faire, ça c'est quand même important de savoir, c'est qu'il va se retourner vers la famille et d'abord voir si quelqu'un dans la famille peut assumer cette fonction. Ensuite, si elle ne peut pas, il va officiellement donc désigner une association ou quelqu'un qui va contrôler. C'est-à-dire chaque acte quand même est sous la responsabilité du juge. C'est-à-dire voilà. Donc c'est pas, il y a des recours. C'est pas si facile que ça de spolier une personne âgée. Il y a quand même un certain nombre de lois en France qui font qu'il y a une garantie. Ça, c'était côté tutelle. Et côté conseil de vie sociale, je voulais quand même ajouter un petit éclairage en plus. Donc, conseil de vie sociale, on est dans le médico-social. En matière de droit des usagers, que je connais aussi un petit peu, il y a ce qui est dans l'hôpital, qui est très organisé, y compris par la loi, les commissions de qualité, où chaque hôpital, par exemple, il y a 2 représentants d'usagers très officiellement, et qui vont être normalement saisis des plaintes, par exemple. Et tout ça va être consolidé au niveau de l'ARS. Dans le médico-social, c'est beaucoup plus flou parce que ce conseil de vie sociale, d'abord, c'est une personne de l'intérieur ou une question de sa famille. Et donc, c'est quand même plus délicat d'aller dénoncer quelque chose qui se passe dans un établissement, sachant qu'on y vit tous les jours. Donc là-dessus, je pense que la loi devrait évoluer un jour ou l'autre. Je pense que ça devrait être saisi et que petit à petit, il faudrait voir comment est-ce qu'effectivement on puisse avoir une personne qui soit un petit peu décalée en complément. Peut-être c'est pas sans remplacer, mais en complément. Avait été évoquée une commission départementale de personnes qualifiées du médico-social qui pourrait avoir ce regard un peu extérieur et pointer un petit peu un risque ou une amélioration dans ce qui relève du médico-social. Là, il y a beaucoup de choses un petit peu à faire évoluer, à faire venir dans le futur. Sachant que tout ce qui relève quand même du droit des usagers sanitaires ou médico-social, c'est quand même relayé dans une commission de la conférence régionale de santé et d'autonomie qui s'appelle Droit des usagers. Philippe Henriat en est le président, il était ce matin au fauteuil, vous avez dû le remarquer, c'est lui qui préside. Et en matière de santé, il y a un rapport annuel qui est fait et qui passe dans cette commission. C'est-à-dire chaque hôpital remplit un rapport, c'est fait, c'est consolidé au niveau de l'ARS et c'est présenté en commission avec un avis. Le médico-social aussi, mais sachant qu'effectivement, ces 2 mondes qu'on a rassemblés dans la loi HPST se rencontrent, mais on n'est pas pour le moment sur 2 structures de même niveau, en tout cas du regard sur le droit des usagers. Je vous rejoins complètement sur cette question des droits des usagers dans le secteur plus médico-social. Peut-être que sur le conseil de la vie sociale, Frédéric voudrait nous dire 2 mots. Moi, je vous rejoins parfaitement. Donc, c'est vrai que bon, le conseil de la vie sociale, c'est le dispositif qu'on entend souvent, mais en fait, bon, il y a un dispositif qu'on oublie complètement, c'est l'autre forme de participation. Effectivement, l'autre forme de participation, c'est ce qu'on peut mettre en place et qui permet de recueillir la parole de l'usager. Et ça, c'est vrai que c'est des dispositifs qui sont... Alors souvent, les gestionnaires sont fiers parce qu'ils disent oui, on a mis en place un questionnaire de satisfaction. Bon, on sait très bien qu'un questionnaire de satisfaction, c'est largement orienté, que bon, ça ne vaut pas un débat et un échange véritable, quoi. Bon. Après, c'est vrai que la loi du 2 janvier 2002, enfin, sans parler des outils, parce que bon, c'est bien, mais ce qui est important de retenir, à mon avis, dans la loi du 2 janvier 2002, c'est effectivement la parole donnée à l'usager et surtout sa prise en compte et réorienter les prestations en fonction de ce recueil-là, quoi. Et moi, mon propos, il est là, c'est qu'à mon avis, cette volonté-là, elle est absolument pas organisée, ou si elle est complètement, on va dire, édulcorée, quoi. Hein, voilà. Il y a ce qu'on disait tout à l'heure avec ma collègue, c'est un truc tout bête. Par exemple, il était prévu par la loi du 2 janvier 2002 qu'on mette en place ce qu'on appelle des personnes qualifiées, qui sont en fait des médiateurs, quoi. Hein, bon, et qui justement évitent le conflit et sont là à poser pour ces problèmes qui sont un peu transversaux. Bon, ils sont où? Moi, je les ai pas vus. Hein, c'est absolument voilà. pas. Donc voilà. Alors que par exemple, l'UNAF serait tout à fait qualifiée pour être ce type de personnalité-là, quoi. Voilà. Bon. Monsieur, vous voulez réagir aux propos qui viennent d'être dits? Je vous en prie. Pour aller dans le sens que l'on vient d'évoquer pour ces personnes dites qualifiées, nos organismes et organisations ont été saisis pour désigner ces personnes-là. Donc ça avait l'originalité d'être sollicité à la fois par les départements et à la fois par les ARS, du moins la DRAS, puisque c'est quand même ancien. Alors on pourrait se dire pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que les gens ne sont pas assez courageux pour défendre leurs voisins?
c'est qu'en fait, eh bien, nous sommes à la fois juge et partie et que dans le cadre juridique du droit tout court ne nous permet pas d'intervenir lorsqu'on voit, pourtant le droit nous stipule que lorsqu'on voit un vol, un dol, etc., on doit se manifester. Donc là aussi, il ne faut pas rêver et malheureusement, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ceci dit, au niveau des EHPAD, c'est un peu la même chose. Une commission, depuis que les CROSM, etc., tout ça n'existe plus dans les créations, mais des commissions dites de pénalités sont mis en place, devaient être mis en place depuis 3 ans dans les départements et dans les caisses primaires. Ces commissions devaient révéler tout ce qui ne fonctionnait pas, qui avait été constaté par les agents de sécurité sociale dans les EHPAD. Eh bien, ça vient juste de démarrer, sans trahir, puisque j'en fais partie, sans trahir ce qui s'y passe. Il est regrettable que ce sont des déréglementations à la fois financières, mais à la fois humaines, et qui confinent à la maltraitance. Et ce sont des commissions qui réfèrent au national, qui reviennent au directeur pour dire à la fin, vous n'êtes pas gentil, de qu'on ne recommence plus. Alors qu'on est devant des réalités des fois assez fortes. Autre chose aussi, comme disait M. Pical, la difficulté, c'est la prescription entre les médecins de médicaments dans lesquels on ne connaît pas l'interréaction entre les deux médicaments que peuvent prendre une personne, et aussi dans l'analyse aujourd'hui que peuvent faire les médecins coordonnateurs, par exemple dans les EHPAD, qui ont eu des formations un peu plus élaborées sur la gériatrie et surtout sur les médicaments qui sont la façon de soigner aussi dans les EHPAD, se heurtent aux médecins libéraux dans leur conception, ces coordonnateurs même viennent de prendre une nouvelle dimension, c'est de coordination du soin et surtout en fonction des pathologies, des médicaments qui vont être pris. Donc il y a quand même une petite révolution là qui est fort intéressante et que, comme le disait M. Pical, il faut une autre volonté que celle de faire consommer du médicament. Tout ça est nouveau. Merci. J'ai vu une autre main qui se levait juste là-bas, monsieur, je vous en prie. Oui, les petits frères des pauvres, excusez-moi, je vais revenir sur la question du bénévolat, mais vous me dites si c'est trop, puisqu'on est quand même dans une assemblée de famille, mais pour dire une personne de 75 ans sur 4, de plus de 75 ans en situation de dépendance, vit dans un isolement objectif. C'est quoi un isolement objectif? C'est ne pas avoir de relations personnelles plus de 2 ou 3 fois par an, donc voire jamais. Ça représente une partie importante de la population et la place du bénévolat par rapport à la lutte sur la dépendance a quand même ce rôle important pour les situations où il n'y a pas de famille. Mais non seulement, quand il y a des aidants familiaux, je pense qu'aussi le bénévolat peut avoir sa part à jouer, ne serait-ce que pour apporter un tiers, offrir du répit aussi à l'aidant familial, offrir une écoute. Et je pense que quand je parle de bénévolat, je parle de bénévolat associatif et pas forcément petit frère des pauvres. Je suis comme M. Pical, je ne suis pas là en train de vendre le truc. Bon, voilà. Il y a tout un bénévolat associatif, je pense, à développer autour des personnes âgées en situation de dépendance. Et j'écoutais très attentivement le propos de Mme Delaunay, parce que les bénévoles sont confrontés à des situations, à accompagner des personnes qui sont sous tutelle et sont parfois heurtés par la façon dont c'est géré. Alors, j'accuse personne. Mais quand vous avez dit que vous apercevez que de plus en plus la pauvreté faisait que des personnes étaient sous tutelle, forcément ça me fait bondir. Et je fais appel là au rapport du Secours catholique de 2010, je crois, qui dit arrêtez de dire que les RMistes ne savent pas gérer. Je vous mets au défi de gérer avec 400 € par mois. Voilà. Donc là, il y a une vraie question qui se pose. Et je pense là aux aidants, aux bénévoles qui interviennent à domicile, ou y compris les salariés des associations d'aide à domicile, qui sont confrontés parfois à des choses très limites par rapport à la gestion financière de ces personnes. Qu'elles pourraient faire finalement, peut-être, si elles étaient habilitées à le faire. Faire les courses, prendre la carte. Vous voyez ce que je veux dire? Prendre la carte bleue. On ne peut pas le faire. On n'a pas le droit de le faire, c'est très bien. Il faut que ça soit contrôlé et vérifié. Je nie pas ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Il y a peut-être quelque chose entre deux, là, à travailler quand il n'existe plus les aidants naturels, j'ai envie de dire. Par rapport aux propos de M. Pical, effectivement, nous essayons de développer des partenariats avec les hôpitaux. Je vais être caricatural, mais personne âgée à domicile, seule, tombe, se fait mal, son voisin s'en aperçoit au bout de 3 jours, elle appelle les pompiers,
voilà, il fracasse la porte, elle est hospitalisée, elle reste 3 semaines à l'hôpital. Pendant 3 semaines, les soignants s'aperçoivent qu'elle n'a aucune visite, qu'elle est toute seule, et donc forcément, ils hésitent à la faire revenir à domicile. Et c'est un placement, je suis caricatural, hein, c'est un placement d'EHPAD, et au bout de 2 ans, je reprends votre chiffre, bon, elle meurt. Là aussi, il y a peut-être encore là une place, un bénévolat associatif à trouver. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit M. Pical, de prendre en compte dès le premier jour, mais de penser déjà à la sortie. Mais il y a aussi la sécurité affective qu'on peut apporter quand il n'y a plus de famille. De quelqu'un qui vous attend, qui vous emmène, qui prendra du temps d'être avec vous. Là aussi, il y a quelque chose à jouer. Et je voudrais souligner ce qu'a dit M. Pical, de considérer l'EHPAD comme le domicile. Enfin, oui. Oui, c'est pas parce qu'on est en EHPAD. Et donc la question de la dignité de la personne, de son intimité, même quand on est en EHPAD, le respect de son intimité, de ses choix aussi de vie. Par rapport à cette question de dépendance ou de mise sous tutelle, il y a effectivement, si je ne peux plus faire à manger, j'ai quand même aussi le droit de choisir ce que je veux manger. C'est-à-dire que plutôt que de regarder les défaillances, c'est aussi regarder les potentialités encore et de les valoriser. Et dans ce sens-là, pour ne pas conclure, je voudrais reprendre le propos de Jean-Pierre Bultez, qui est vice-président du réseau Age européen, et qui est intervenu à l'UNCAS, au congrès de l'UNCAS qui a eu à Marseille il y a 3 semaines, l'Union nationale des CCAS, et qui a dit qu'on avait évolué, on essaye d'évoluer, on essaye de faire pour, on essaie de passer à faire avec. Et ce qu'il sentait actuellement, c'était est-ce qu'il ne faut pas arriver à faire ensemble, en fait, par rapport à ces personnes, parce qu'on en parle, mais voilà. Merci. Merci, le message est clair en tout cas. Peut-être que Isabelle Delaunay voudrait réagir sur vos propos. Oui, mais je vous remercie déjà d'avoir une réaction, parce que quand on est sur une recherche en cours, on est toujours complètement traversé par des interrogations, on a des hypothèses, on ne sait absolument pas si on va dans le bon sens, dans le mauvais sens. Donc effectivement, pour moi, c'est extrêmement riche ce que vous pouvez renvoyer. C'est clair que la question de la précarité, c'est quelque chose qui quelque part, je vais prononcer le terme, nous a épouvantés. Quand on est tombé sur ces dossiers, qu'on a lu dedans, voilà, on sait très bien que ce sont des interrogations qui ont cours, on sait très bien qu'il y a des écrits là-dessus, que ce sont des hypothèses, mais quand on le lit dans un dossier, quand on l'attrape au tribunal et quand on voit que c'est marqué noir sur blanc et qu'on voit que c'est une situation effectivement de grande précarité féminine, mais comme il y en aura de plus en plus, enfin on le sait très bien, quoi, hein. Effectivement qu'on est traversé par une épouvante et qu'on se demande un peu d'abord où sont les solidarités familiales. Ce sont souvent des femmes âgées qui sont vraiment seules, mais dans une solitude extrême, avec aucune possibilité. Je renvoie à toutes les études sur les familles monoparentales. On sait très bien que celles qui sont dans une très très grande fragilité et pauvreté, c'est celles qui n'ont pas de famille pour les aider. Voilà. Bon, hein, même si on vient d'un milieu extrêmement humble, il n'y a pas beaucoup d'argent, quand on peut avoir de l'aide, on s'en sort toujours beaucoup mieux que quand on est tout seul. Donc lire ces dossiers, c'était véritablement difficile et ça interrogeait. C'est pour ça qu'on est sur des tout petits chiffres, mais ils sont révélateurs, ils sont récents. On a pu constater, travailler sur des dossiers qui datent de plusieurs années, et ce sont des dossiers récents. Donc c'est un mouvement auquel il faudrait être attentif, vérifier, puis alerter après. Alors nous, évidemment, on travaille dans la recherche, mais dans les conclusions, quoi qu'il arrive quelque part à un endroit, ce sera bien noté. À l'avenir, que les UDAF soient très attentives à l'émergence de ce phénomène, parce que très souvent, ça commence par des tout petits chiffres, et puis ça finit par s'installer. Et puis au bout d'un moment, on est dans une sorte de prêt-à-penser, et puis ça paraît normal. Et en fait, quand on est précaire, on peut être mis sous tutelle, et puis voilà, on ne se pose plus de questions. Donc pour nous, effectivement, c'est très révélateur. La deuxième chose, vous intervenez sur les potentialités. Ça aussi, c'est extrêmement intéressant, puisqu'en fait, quand j'ai essayé de serrer de manière maladroite, certes, mais de serrer cette population en deux, en disant attention, on finit par avoir d'un côté des personnes âgées qui rentrent dans la dépendance, qui au moment où elles sont vraiment dépendantes, finissent par être mises sous tutelle. Alors, on a étudié là en plus des dossiers, pas de tuteurs familiaux, hein. Donc on imagine, et on n'est pas encore assez avancé dans notre recherche, qu'il y a peu de solidarité, que les familles ne sont pas là, ou alors qu'elles sont elles-mêmes pas assez armées, puisqu'en général, on a quand même assisté à des audiences. Les juges confient à la famille quand la famille est d'accord. Quand la famille dit explicitement pendant l'audience qu'elle ne souhaite pas qu'on lui confie la tutelle, le juge ne le confie pas clairement. Mais on voit bien sur la deuxième partie
de notre population, qui sont ces populations avec handicap psychique vieillissantes et qui sont dans la moitié des cas à domicile et dans la moitié des cas en établissement, que là, il y a toute une articulation entre le social, le médico-social et la psychiatrie, en fait, qui est en train de se mettre en place, même si c'est encore assez informel, pour se dire que finalement, le projet de vie, c'est vraiment de retourner dans un logement, d'être autonome dans un logement, que cette autonomie-là, c'est ce qui fait que la personne handicapée, à un moment donné, retrouve une dignité. C'est véritablement la construction du projet de vie autour du logement, ce qui n'est pas du tout le cas pour une personne âgée, où on va se dire, bah là, il n'y a plus d'autonomie, il n'y a plus de maintien dans le logement, c'est trop compliqué, elle bascule en EHPAD. Vous voyez, ce sont deux logiques qui sont très différentes et qui avant d'appréhender ces chiffres, n'étaient pas forcément apparues. Et on va vraiment là travailler la question des potentialités, justement, voir, et c'est pour ça que je reprends votre terme, et je vous en remercie, c'est vraiment cette question-là qui peut être intéressante, parce que autant je pense que sur les personnes âgées dépendantes, il se fait beaucoup de choses, on finit par bien connaître le sujet, autant sur le handicap psychique vieillissant, il y a très peu de connaissances, les travaux de l'UNAFAM, bon, la CNSA lance un grand appel à projets cette année, notamment l'année prochaine, puisque depuis 2005, tous les travaux, beaucoup de travaux ont porté sur le handicap, mais très peu sur le handicap psychique, alors que là, il y a véritablement un gisement de potentialité à trouver, effectivement. Puis ensuite, vous avez tout à fait raison, l'EHPAD, c'est le domicile de la personne. C'est pour ça que j'interrogeais tout à l'heure aussi les projets d'établissement, en disant quand vous aurez ces deux types de populations, et il coexiste déjà ces deux types de populations, dans les projets d'établissement qu'on peut voir, on ne voit pas forcément, ça apparaît pas, d'où mon étonnement de découvrir ces chiffres aussi, hein, comme vous tous, hein, ce sont des chiffres très récents, et de dire dans les projets d'établissement, ça ne se voit pas, quid du travail autour du domicile, de l'établissement comme domicile de la personne quand elle est... encore une fois, handicapée vieillissante ou vieillissante et du coup handicapée du fait de sa perte d'autonomie. Ce sont des dimensions qui sont à appréhender et qui, à mon sens, ne figurent pas souvent dans les projets d'établissement des EHPAD. Merci Isabelle de ces précisions. D'autres questions avant de passer à la dernière intervention, monsieur? Oui, pas une question donc de Denis Brun, DGA du Vaucluse, juste pour rebondir sur la question des tutelles. Et j'ai entendu l'intervention de M. Le Carpentier tout à l'heure. Je voulais juste apporter la précision que la loi de 2007, elle a quand même refondé la protection judiciaire des majeurs et que dans cette refonte, il y a aussi les départements qui ont été positionnés, notamment justement en amont. Et que sur la question de la précarité comme motif de la protection judiciaire, on peut effectivement aussi s'interroger à l'échelle de la refonte de cette loi, puisque le juge et même le département lui-même, il est le filtre aujourd'hui au titre de vérifier avant que le dossier passe au judiciaire que l'ensemble du dispositif de protection sociale a bien été mis en œuvre et que justement on est allé au bout de la protection sociale qu'on peut apporter à la personne et que après ça relève de la protection judiciaire. Donc ça peut interroger sur comment le dispositif a été mis en place, même si effectivement au départ les départements ont été quand même relativement réticents à s'engager dans cette réflexion, notamment parce qu'il y avait des mesures nouvelles qui étaient mises, et notamment une mesure nouvelle emblématique, ce qu'on a appelé la MASP, la mesure d'accompagnement social personnalisé. Les départements, et le mien aussi en particulier, on a eu du mal à s'y intégrer, parce qu'on a considéré, d'abord parce qu'on n'avait pas été concerté, nous les départements, et qu'on a subi la mesure, et que deuxièmement, il y a toute une partie de ce qui est visé par les MASP, mais qui est déjà engagé par les départements, et qu'on considérait que sur beaucoup de champs, ça pouvait faire doublon. Mais malgré tout, il y a quand même ce préalable-là aujourd'hui, normalement, dans la protection, avant d'engager la protection judiciaire des majeurs, et justement là, on peut penser qu'en quelque part, il y a une faille. Il faudrait regarder là d'où elle vient. Très bien, merci de ce rappel et de ces précisions. Autre, monsieur Aubou, je vous en prie, présentez-vous. Oui, bonjour, Guillaume Paris, je suis vice-président d'une ADMR des Alpes de Haute-Provence. Je voulais saluer l'intervention de Servane Martin, notamment par rapport à la place des aidants familiaux, puisque Madame Laurent ce matin a rappelé l'importance qu'est le libre choix pour la famille de choisir entre le domicile et l'institution. Hélas, pour un bon nombre de familles, ça ne reste pas un choix,
quand la famille ne peut plus faire face humainement aux charges qui pèsent sur elle, que ce soit financières ou en temps pour des aidants qui sont encore en activité. Et là, le choix n'a pas lieu parce que justement la place des aidants familiaux n'est pas encore suffisamment reconnue. Donc nous avons beaucoup entendu parler des aides formelles extérieures. Je trouve assez peu de projets concrets pour la reconnaissance des aidants familiaux et de ce qui pourrait leur être apporté. Bien que M. Pitot l'ait bien marqué dans son introduction, que c'était le lien familial qui est le plus touché par l'arrivée de la dépendance et qui reste le lien fondamental. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier du tout cet axe-là qui devrait rester primordial. Merci également de ce rappel. Servane, peut-être... Oui, juste pour rebondir, je suis tout à fait d'accord effectivement sur le libre choix. Et juste, je fais la pub d'une petite plaquette justement sur ce qu'on revendique. Et bien au-delà des aides extérieures, on revendique évidemment une reconnaissance par les pouvoirs publics du rôle des aidants. Et on explique les droits en termes de retraite, en termes de compensation financière. Voilà ce qu'on voudrait sur les aidants. Voilà, je fais un petit peu de pub. Très bien. Une dernière question, si vous le voulez bien, non ? Écoutez, on va passer à la clôture des travaux et à l'intervention de Cyril Robin Chambignol, que j'invite à monter à la tribune, le siège de la présidence, comme vous voulez. Vous avez un PowerPoint ou non ? D'accord. Qui clôturera donc cette journée, qui nous parlera de innovation sociale et solidarité intergénérationnelle. L'Union européenne en action. Donc la parole est à vous. Merci. Merci et bonjour à tous. Donc, vous m'avez demandé de parler de l'Union européenne, mais plus particulièrement de l'innovation sociale dans l'Union européenne et de ses liens, bien sûr, avec la thématique que vous avez discutée aujourd'hui. Alors, d'abord, merci de m'avoir invité. Et deuxièmement, merci d'avoir fait porter mon thème d'intervention sur ce sujet, parce que c'est un thème qui est, je crois, vraiment chaud, bouillant, on peut dire même bouillonnant au sein de l'Union européenne. Je vais commencer en vous expliquant pourquoi est-ce que dans l'Union européenne, au niveau de la Commission européenne et des autres institutions, nous nous intéressons à l'innovation sociale, d'où ça vient et comment et pourquoi. Et puis ensuite, je vais vous parler de la façon dont cela se traduit dans différentes politiques européennes, en lien bien sûr avec la question du vieillissement actif. D'abord les politiques sociales, ensuite la politique d'entreprise, qui aussi s'y intéresse beaucoup, et troisièmement les politiques de recherche et d'innovation. Alors, l'importance politique... de fait, depuis quelques années, depuis 2009-2010 environ, la Commission européenne est, je crois, à la pointe pour la reconnaissance institutionnelle, pour donner de la visibilité à ce concept d'une innovation sociale et à la pointe également de l'action pour le soutenir, à la fois pour la visibilité, mais aussi financièrement. Et à l'origine, d'abord un intérêt personnel du président de la Commission européenne, M. Barroso, soutenu très fort par le groupe des conseillers politiques du président, qui s'appelle le BEPA, qui a établi un rapport qui fait référence sur la question en 2010, et puis qui a été repris dans différentes politiques, les trois que je viens de citer. Tout d'abord, dans le domaine de la recherche et de l'innovation, et j'y reviendrai tout à l'heure, avec une initiative qui s'appelle l'Union de l'innovation, et puis également dans les politiques sociales et la politique d'entreprise. Mais peut-être est-il temps que je définisse ce que j'entends par innovation sociale, parce que c'est un concept qui peut paraître un petit peu flou. De quoi s'agit-il ? Il s'agit, pour le dire simplement, après ça on pourrait débattre plusieurs jours entre experts, que je ne suis d'ailleurs pas, des contours précis de l'innovation sociale, mais en une phrase, il s'agit d'une innovation qui est sociale à la fois dans ses objectifs, donc objectifs sociaux, et dans les moyens mis en œuvre, donc des moyens sociaux pour remplir ces objectifs. Autrement dit, la technologie, la recherche, la science peut faire partie des ingrédients d'une innovation sociale,
mais ça n'a rien d'obligatoire et ça n'est pas au cœur, ça n'est pas ça le cœur de l'innovation sociale. Et c'est là que l'on voit un intérêt particulier à promouvoir l'innovation sociale au niveau de la Commission européenne, c'est de montrer que l'innovation, le changement, c'est pas seulement la recherche au sens des sciences dures, c'est pas seulement la technologie, ça peut être, et c'est au quotidien, ce que vous vivez au quotidien, donc des changements dans la société pour la cohésion sociale, le progrès social, c'est pas simplement la technologie. Et alors, pourquoi est-ce que c'est important? Bon, je crois que j'ai pas besoin de vous en convaincre, vous, mais il y a également des arguments utilisés par la Commission européenne qui peuvent être utiles pour convaincre les décideurs politiques et les décideurs financiers. Et ces arguments tiennent plus à la politique économique. Évidemment, les grands objectifs de l'Union européenne et des gouvernements européens, c'est naturellement, dans la crise actuelle en particulier, de créer de l'emploi, de recréer de la croissance qui soit à la fois durable, inclusive, créatrice d'emplois, de lutter contre la pauvreté, bien entendu. Et dans tous ces domaines, on peut montrer que l'innovation sociale a un rôle extrêmement important à jouer. Et par exemple, je ne vais pas vous donner la source du chiffre parce que j'ai lu dans un discours du commissaire chargé de la politique de l'emploi, il ne citait pas sa source, mais selon lui, en Europe, 25% des créations d'emplois au cours des années 2000 ont eu lieu dans le secteur social. Donc, ce n'est pas simplement le social pour le social, c'est aussi le social pour l'emploi, pour la croissance et pour la société. Alors j'en viens à la façon dont ça se traduit, cette importance accordée à l'innovation sociale dans la politique sociale, et puis bien sûr, quel lien avec le thème de votre journée. Alors l'innovation sociale, ce n'est pas quelque chose de nouveau, simplement on l'appelle innovation sociale aujourd'hui, mais on le fait depuis longtemps dans tous les domaines, y compris au niveau des politiques européennes. Par exemple, il y a eu le programme Equal dans le domaine des politiques de l'emploi entre 2000 et 2006, qui recourait beaucoup à l'expérimentation sociale, à l'innovation sociale. La relève a été prise dans la période actuelle, parce que, petite parenthèse, les initiatives, les programmes de l'Union européenne fonctionnent par période de 7 ans. Donc on a eu 2000-2006, on a aujourd'hui 2007-2013. On va avoir, si nos chefs d'État et de gouvernement, qui sont justement réunis aujourd'hui et demain pour en parler à Bruxelles, se mettent d'accord, 2014-2020. Et donc, dans 2007-2013, nous avons un programme au titre de la politique sociale européenne qui s'appelle le programme Progress, qui lance régulièrement des appels d'offres pour des projets d'expérimentation sociale. Il y en a eu un en 2010. D'ailleurs, en 2010, j'ai vu les résultats. Il y a un projet a été soutenu dans la région, un projet qui s'appelle Alzheimer tremplin intergénérationnel et qui est mené ou était mené, je ne sais pas où il en est, par le Centre d'études et d'action sociale du Var à Toulon. Donc la région peut être concernée directement. En 2011, il y a eu également un appel à proposition pour des expérimentations sociales, mais dont je n'ai pas encore les résultats. Et aussi d'ailleurs un appel spécifique en 2011 pour des projets d'innovation sur le vieillissement actif. En 2012, nous avons un appel qui est encore en cours. Donc je vous appelle à y répondre si vous êtes intéressé. Cet appel est ouvert jusqu'au 15 février 2013. Il est doté de 4 millions d'euros. Et en 2013, nous avons annoncé que, outre ces programmes d'expérimentation sociale, nous lancerions aussi des appels à proposition pour aider les États, les différents États européens, à améliorer ou mettre en place des stratégies nationales pour le vieillissement actif et en bonne santé. Et puis pour l'avenir, pour 2014-2020, donc ce que nos chefs d'État et de gouvernement sont en train de discuter aujourd'hui et demain, nous proposons dans le cadre général du Fonds social européen, qui sera maintenu, en tout cas c'est ce qu'on propose, un programme pour le changement social et l'innovation sociale qui comprendrait cette fois-ci 100 millions d'euros pour des projets expérimentaux, donc une forte augmentation de l'enveloppe budgétaire totale consacrée à ce type de projet innovant, et puis également environ 200 millions d'euros pour le microfinancement de projets et l'entrepreneuriat social. Donc cela reste pour l'avenir, enfin non seulement ça reste, mais ça devient une priorité croissante pour l'Union européenne. Donc ça, c'est le volet politique sociale. Maintenant, politique d'entreprise. La politique d'entreprise, ce n'est pas simplement du point de vue de la Commission européenne, les entreprises à but lucratif. La Commission européenne, quand elle dit entreprise, a une vision un petit peu plus large qui inclut aussi le secteur qu'on appelle en France l'ESS, l'entrepreneuriat social et solidaire.
et à ce titre a lancé des initiatives importantes pour promouvoir, donner de la visibilité à l'innovation sociale. Alors il y a un portail qui a été créé récemment qui s'appelle Social Innovation Europe, autrement dit Innovation sociale Europe. Ce portail, c'est un lieu qui réunit beaucoup d'études, de ressources, de nouvelles, enfin, d'informations, et aussi d'opportunités de financement pour l'innovation sociale dans toute l'Europe. Et puis, les services chargés de la politique d'entreprise ont fonctionné et fonctionnent toujours par voie de concours pour essayer d'améliorer la reconnaissance et la visibilité en Europe de l'innovation sociale. Il y a eu un premier concours en 2010 qui avait notamment sélectionné parmi les lauréats un programme, enfin, une initiative française qui s'appelle Ciel Bleu, que vous connaissez vraisemblablement, qui porte sur la prévention par l'activité physique de la dégénérescence chez les personnes âgées. Il avait aussi à l'époque distingué dans le sujet qui vous intéresse un programme portugais qui s'appelle Aconchego. Le programme Aconchego qui est en fait un programme de partage de logements de personnes âgées pour des jeunes étudiants dans des villes au Portugal. Et donc un programme assez proche dans l'esprit du programme français Ensemble de générations, qui vient lui aussi d'être distingué dans un autre contexte, dans le contexte de l'année européenne du vieillissement actif, comme une bonne pratique au niveau européen. Donc voilà, améliorer la visibilité au niveau européen des meilleures pratiques dans toute l'Europe et les faire se connaître, se rencontrer mutuellement, c'est ça l'objet de ces concours. Et il y a là aussi un concours qui, lui, est encore en cours, encore ouvert. Donc je vous appelle, mais là, il faut que vos idées soient déjà bien développées parce qu'il sera clos le 21... Enfin, l'appel à proposition sera clos le 21 décembre. Donc il vous reste un petit mois si vous voulez y participer. C'est un concours à projet ou à idée plutôt en matière d'innovation sociale qui aura à la clé pour les finalistes, jusqu'à une trentaine de semi-finalistes, je crois, une aide au développement de leurs idées, en tout cas un soutien technique. Et pour les lauréats, jusqu'à 20 000 € de prix l'année prochaine. Et puis, troisième volet, la politique de recherche et d'innovation. Et là, c'est aussi un changement assez important, en tout cas dans la visibilité que l'on veut donner dans ces programmes de recherche à l'innovation non technologique, à l'innovation sociale. Alors, je vais vous parler simplement d'un élément, je pourrais parler de beaucoup de choses, mais un seul élément qui s'appelle, je déteste les acronymes, EIPAHA, ce qui veut dire European Innovation Partnership for Active and Healthy Aging, autrement dit, un partenariat européen d'innovation pour le vieillissement actif et en bonne santé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est une traduction concrète de cette initiative Union de l'innovation qui a été lancée en 2010. Et c'est un projet pilote parce que nous avons proposé de lancer des partenariats européens pour l'innovation dans un certain nombre de domaines. Mais nous en avons sélectionné un pour servir de pilote parce qu'il nous semblait particulièrement urgent, particulièrement important. Et c'était le sujet qui vous occupe aujourd'hui, le vieillissement actif et en bonne santé. Donc, c'est vous dire l'importance que l'Union européenne accorde à ce thème. Et un partenariat d'innovation européen, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce n'est pas encore un énième programme de financement. C'est une initiative qui vise à coordonner, mettre ensemble, appeler à la mobilisation de tous ceux qui agissent sur ce sujet en Europe. Évidemment, mobilisation aussi des mécanismes de financement et des programmes européens sur la question. Avec, pour ce qui concerne ce partenariat particulier, un mode de fonctionnement qui est le suivant. D'abord, il y a un steering group, enfin tout un tas de structures sur lesquelles je passe parce que ce sont des mécanismes un petit peu compliqués. Mais du côté plus simple, il y a un objectif général qui va sans doute à vous, experts, vous sembler très naïf, mais qui, du point de vue de la visibilité politique, est, je pense, intéressant. Objectif général, accroître de 2 ans la durée moyenne de vie en bonne santé en Europe. Alors, d'accord, c'est très naïf, sans doute. Mais en même temps, c'est un objectif astucieux parce que sur cette base-là, vous pouvez expliquer à des hommes politiques ou à des financiers très facilement tous les avantages qu'il y aurait si, en Europe,
en moyenne, les gens vivaient 2 ans de plus en bonne santé, avantages pour les systèmes sociaux, avantages pour les finances publiques, etc., etc. Sans parler des avantages pour la cohésion sociale et le bien-être des populations. Il y a ensuite, au titre de ce partenariat, 3 appels qui ont été lancés en 2012. Un appel à l'engagement de tous les acteurs qui veulent participer à ce partenariat. Un appel à tous les acteurs qui veulent proposer des idées d'innovation sociale notamment, dans ce domaine. Et puis troisièmement, un appel plus particulièrement destiné aux villes et aux collectivités territoriales qui souhaitent se porter candidates pour devenir des sites de référence pour l'expérimentation dans ce domaine. Et aujourd'hui, j'ai les chiffres là, nous avons donc quelques mois après le lancement de ces appels, en novembre, là, 54 régions et villes qui se sont portées candidates pour être référentes, plus d'1 millier de collectivités qui sont impliquées au total, dans toute l'Europe évidemment, et plus de 3000 acteurs qui ont répondu à notre appel. Et l'action est structurée autour de 6 actions différentes qui, sans doute, ont toutes, ou presque toutes, j'imagine, été discutées au cours de votre journée. En tout cas, j'en ai entendu plusieurs évoqués aujourd'hui, plusieurs des thèmes évoqués rien que dans la petite heure que j'ai passée avec vous avant d'intervenir. Premier thème, l'adhérence. Alors, adhérence, ça doit être une mauvaise traduction de l'anglais, mais le suivi des prescriptions par les personnes âgées. Deuxième thème, la prévention des chutes. Troisième thème, la prévention de la dégénérescence fonctionnelle des personnes âgées. Quatrième thème, des systèmes de soins plus intégrés pour les maladies chroniques, y compris des mécanismes de suivi à distance. Cinquième thème, le thème de l'autonomie, de la capacité des personnes âgées à vivre de façon autonome. Et puis, sixième thème, et c'est là d'ailleurs que les communautés et les collectivités référentes sont particulièrement importantes, la création d'environnements, bâtiments, villes ou environnements plus général, qui soient favorables aux personnes âgées, qui facilitent leur mode de vie et leur intégration sociale. Donc voilà en quoi consiste ce partenariat, auquel, là où encore, j'invite bien sûr toutes les collectivités et les acteurs qui le souhaitent à participer, à suivre, à faire partie de ce mouvement au niveau européen. Et puis pour finir, si je trouve le bon papier, je vais vous parler de l'avenir. Pour conclure, il faut que je trouve le bon papier, j'ai dû le laisser... Ah non, voilà, avenir. Alors, je vous ai un petit peu parlé de certains programmes pour 2014-2020. De façon plus générale, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que pour toute la génération de programmes 2014-2020 que nous avons proposé, qui est en cours de négociation maintenant, nous proposons que l'innovation sociale fasse partie intégrante, soit possible et même encouragée dans tous les programmes où c'est pertinent. Donc le Fonds social européen de façon générale, le Fonds européen de développement régional de façon générale. Nous proposons que dans une région comme Provence-Alpes-Côte d'Azur, une grande partie des fonds FEDER soit concentrée notamment sur le thème de l'innovation, mais l'innovation au sens large, et bien sûr dans les programmes de recherche et de développement et d'innovation. Alors, ce que je voulais dire aujourd'hui pour vous, c'est que ce concept large de l'innovation, nous le proposons au niveau européen, mais bien sûr les programmes européens sont gérés, notamment pour le FEDER, le FSE, etc., au niveau national et régional. Donc, soyez attentifs à ce que cette vision large de l'innovation se traduise bien par une même vision large de l'innovation dans les programmes opérationnels nationaux et régionaux. Ça, c'est un enjeu très important que nous promouvons au niveau européen, mais c'est la responsabilité de l'État et de chaque région de faire en sorte que ce soit bien traduit de cette manière-là au niveau national et régional, parce que nous ouvrons la porte, mais une région peut très bien décider que ça ne l'intéresse pas et se refermer dans une vision plus technologique uniquement de l'innovation. Donc un enjeu sur lequel je crois qu'il faut que vous soyez attentifs dans les mois qui viennent, parce que c'est maintenant que les caractéristiques précises des futurs programmes sont en train de se décider au niveau national et régional. Et puis, dernier point, et je m'arrêterai là, j'en ai pas parlé parce que je ne peux pas parler de tout, mais nous avons aussi lancé en 2011 une initiative pour l'entrepreneuriat social qui est beaucoup plus large, qui porte sur le financement de l'entrepreneuriat social. Par entrepreneuriat social au niveau européen, on entend en fait entrepreneuriat social et solidaire au niveau français. Donc le jargon est un petit peu différent, mais c'est plus ou moins de cela qu'il s'agit. Donc, pas simplement en matière de financement, mais cette initiative porte aussi sur l'examen de tout l'environnement réglementaire pour
l'entrepreneuriat social et solidaire, de façon à le favoriser, le promouvoir mieux, le permettre, le faciliter, enfin ce que vous voulez. Et puis, troisième élément, la reconnaissance, lui donner une reconnaissance beaucoup plus forte dans la société et dans les politiques. Donc c'est une initiative qui est portée notamment par le commissaire chargé du marché intérieur, M. Barnier, mais qui est bien sûr portée plus largement par l'ensemble de la Commission européenne et ce qui restera un axe d'action fort pour la Commission européenne au cours des années qui viennent. Donc voilà le petit panorama que je voulais vous faire, qui est peut-être en léger décalage avec les discussions beaucoup plus concrètes que vous avez eues au cours de la journée, mais qui, je crois, vous permet de voir un petit peu quelles sont les grandes orientations au niveau politique, mais aussi concret et de financement au niveau de l'Union européenne. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous. Il n'y avait absolument pas de décalage, bien au contraire. On était heureux de clôturer ces travaux par justement cette dimension européenne, notamment du fait que la thématique abordée aujourd'hui était celle lancée par la Commission pour l'année 2012. Alors merci de nous avoir clarifié les esprits quant aux différents programmes en cours et à venir et qui sont susceptibles de concerner les porteurs de projets potentiels ici présents. Et on voit clairement que l'Union européenne continue et intensifie sa mobilisation et son soutien quant à l'innovation sociale et en ces périodes de crise budgétaire. Voilà, merci aussi de ces espoirs et de ces encouragements qui, j'en suis sûr, vont stimuler plus d'une personne présente ici aujourd'hui. Alors je sais peut-être une ou deux questions si on en a encore un petit peu le temps, si vous le souhaitez, sur ces programmes, ou peut-être... ouais, allez-y. Oui, pratiquement, si une voilà, association c'est ce que j'allais poser. Le nom de la personne, peut-être le lieu du contact, voire le téléphone. Je sais que le problème des programmes européens pour les associations n'est vraiment pas très grande. C'est les délais de paiement, la complexité du dossier, mais est-ce qu'il y a des structures intermédiaires? Voilà, est-ce que pratiquement vous pouvez nous conseiller de nous adresser et à qui? J'allais vous poser exactement la même question. Où aller chercher l'info et qui peut aider au montage de projet? Oui, alors vous avez... il y a plusieurs réponses à cette question, hein, mais bon, d'abord, je serais ravi de vous donner mon numéro de téléphone et mes coordonnées après la réunion, même si je ne suis pas spécialiste, mais voilà, parce qu'en fonction de votre projet précis, de ce que vous voulez faire, il peut y avoir plusieurs programmes, et par ailleurs, les caractéristiques et la complexité des programmes ne sont pas les mêmes selon les modes d'intervention. Par exemple, c'est vrai que lorsqu'on parle du Fonds social européen, qui est d'ailleurs géré au niveau national, il y a des délais de paiement et une complexité inhérente au dossier qui, si on parle de façon générale, peut être assez grande, mais qu'il est beaucoup moins si on parle des instruments de microfinancement. Et qu'il est beaucoup moins si on parle également des instruments que l'on commence à mettre en place et qu'on veut mettre beaucoup plus en place dans la génération suivante, d'intermédiaires financiers qui pourront intervenir dans des projets par des prêts ou par des prises de participation au capital dans des initiatives ou des organisations qui veulent se lancer. Le concours ou les concours dont j'ai parlé, qui ont quand même des financements à la clé, là c'est évidemment beaucoup plus simple et les financements arrivent beaucoup plus vite. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on en parle et puis que l'on détermine avec vous quelles sont les pistes et les axes qui peuvent correspondre à vos besoins. Alors, je vais tout de suite dire qu'il y a aussi des structures spécialisées. C'est ce que j'allais dire. Non, par exemple, il y en a à Marseille, des centres d'information Europe Direct qui ont pour fonction justement de vous orienter, de vous aider. Il y en a un à Marseille, il y en a un à Puget-Théniers, il y aura peut-être d'autres dans la région d'ailleurs bientôt parce qu'un appel vient d'être lancé et on connaîtra bientôt les résultats et les élus. Je sais qu'il y avait beaucoup de candidats dans la région. Et donc ces centres ont vraiment pour vocation justement de répondre à ce type de questions. D'accord. D'autres questions par rapport à cette intervention-là? Écoutez, merci beaucoup en tout cas de toutes ces précisions. Il est 17h moins 10. Je crois qu'on est dans les temps pour clôturer cette journée passionnante. Je voulais remercier
l'URAF d'avoir, d'une part, de m'avoir proposé d'animer cette journée, la région, bien évidemment, qui nous accueille dans ces lieux, vous, participants qui êtes restés cet après-midi encore nombreux, et je vous laisse, Monsieur le Président, peut-être... je voulais aussi remercier et féliciter... mais vous le ferez peut-être également, Raoul Stiwi, qui était quand même aussi l'artisan de cette journée. Et Monsieur le Président, je vous laisse la parole pour les derniers mots de J'en ai clôture. juste pour 1 heure, mais vous me permettez? Non, juste 2 minutes, même pas. Je voulais simplement remercier toutes les personnes, et notamment Federico Palermiti, qui a animé toute cette journée avec brillamment, quoi. Et toutes les personnes. Et je vous souhaite à chacun un beau retour. Et j'espère que cette journée vous aura apporté le plus d'éléments possible pour que dans vos projets futurs, vous ayez un peu plus de matière de réflexion et que ça fasse un petit peu avancer la question régionale du bien vieillir. Merci. Merci.